Elle. Il y a les chanceuses et les chanceux qui tombent sur la bonne personne, comme on dit, du premier coup. La perle rare, la pépite, attentive, loyale, prévenante, avec qui on adore discuter pendant des heures, s'embrasser comme des ados, même si on a largement passé l'âge de scroller sur TikTok et rire aux éclats. Et puis il y a les autres, qui doivent emprunter un long chemin avant d'arriver péniblement au bon numéro. Je ne vous donnerai pas les noms, mais j'avoue que j'en connais pas mal, y compris dans un périmètre restreint qui ressemble beaucoup à chez moi. La recherche du partenaire parfait qui nous convient enfin ou pas, on en parle dans Il était une première fois, le podcast des amours débutantes. Dans chaque épisode, une personne éprise d'une autre nous raconte comment elle l'a rencontrée et pourquoi celle-ci lui a plu. Je suis Florence Trédez, je suis journaliste au magazine Elle, et je vous présente aujourd'hui l'histoire de Betty, qui enchaîne les relations compliquées et jamais satisfaisantes. Pour elle, être avec quelqu'un, c'est ne pas oser dire ce qu'elle pense vraiment. Est-ce que la rencontre avec Anthony, ce grand et bel inconnu croisé un soir d'été, va changer la donne ? Vous le saurez en l'écoutant raconter son histoire avec une touchante sincérité au micro de Julie Plouvier. Bienvenue dans Il était une première fois, un podcast du magazine Elle. On est samedi soir, mi-janvier 2022. Donc à ce moment-là, je suis célibataire depuis 5-6 mois. Et voilà, je m'éclate et je commence mon nouveau travail. Donc je travaille avec des réfugiés, des migrants. C'est super enrichissant, très intéressant. On s'ennuie jamais. Je suis en colocation avec ma meilleure amie Johanna dans une petite maison avec un jardin. Je cherche personne, je suis très bien toute seule. Mais Johanna, c'est moins son cas. Ça fait plus longtemps qu'elle est célibataire à ce moment-là et elle cherche un peu plus que moi. Donc c'est son idée de faire une soirée dans un bar. Elle en a vachement entendu parler parce qu'apparemment il y a beaucoup de beaux garçons dans ce bar à Bordeaux. Moi, l'idée me déplaît pas, mais j'ai aucun objectif précis. Quand on arrive, il est quand même tôt, il n'y a pas grand monde encore. Donc on voit un tonneau avec des chaises hautes, donc on s'installe là parce qu'on se dit on aura une meilleure vue. On se raconte un peu nos journées d'abord quand même, on n'est pas là à 19h30 avec 3 personnes dans le bar à sauter sur n'importe quoi non plus. Et voilà, la conversation naturellement s'amoindrit on va dire. Et on commence à rigoler toutes les deux en se disant c'est peut-être parti, on va peut-être se lancer dans le jeu. Donc ce jeu, c'est de choisir une cible. Une cible, c'est un garçon qui nous plaît, au moins physiquement, de loin. Et l'objectif, c'est d'être la première à aller parler à sa cible. Comme ça, l'autre paye un verre. Donc on se retourne, on balaye la foule du regard. Et on trouve déjà 2 cibles potentielles. On reste assise, on les observe de loin comme deux stalkeuses, quoi. Et on se dit, on va attendre qu'ils aillent fumer. Et comme ça, on pourra aller les rejoindre dehors, demander un feu parce que ça marche toujours et essayer de lancer une conversation. Donc quelques minutes se passent et on les voit se lever. Et le temps que je roule ma cigarette, que je mette mon manteau, on regarde dehors et on se rend compte qu'en fait, ils sont pas allés fumer, ils sont partis, juste, ils ont pris leurs affaires et ils sont partis du bar. Donc, premier échec, ça arrive 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais en attendant, pendant que tout ça se passe, le bar se remplit, on enchaîne aussi les bières. On commence un peu à danser, à chanter aussi, et on oublie un peu le jeu parce que les échecs cuisants, c'est bon pour l'instant. Il commence à faire très très chaud, on sait qu'on s'assoit 2 minutes au bout de quelques heures quand même. Et on se dit, ce serait peut-être sympa de tenter une dernière fois. Moi, mes yeux se posent directement sur un grand blond. Et au moment où je pose mes yeux sur lui, il éclate de rire, il a un grand sourire. Donc je le pointe du doigt et je dis ce sera lui. Et je me tourne vers elle et elle me dit non mais c'est bon, moi j'arrête, ça,
ça n'a pas grand intérêt. Vu que c'est que moi je suis pas là pour trouver l'homme de ma vie non plus, je me dis bon ben on laisse tomber et puis on va continuer de danser, chanter et faire autre chose. On s'amuse, on oublie complètement le reste jusqu'à ce qu'on entende la cloche de la dernière commande. La cloche retentit, donc je me dirige hâtivement vers le bar pour la dernière commande et je me retrouve collée contre une personne beaucoup plus grande que moi. Donc je me tourne et je vois que c'est le grand blond de tout à l'heure. La musique est tellement forte, on est dans une foule où tout le monde hurle, donc on s'entend quand même très mal. Mais j'entends qu'il parle anglais. Donc j'ai mon pari en tête, je lui tape sur l'épaule, je me présente en anglais. Il se présente, il me donne son prénom Anthony, mais il me met un petit stop quand même. Est-ce qu'il me dit excuse-moi, mais moi j'étais en conversation avec quelqu'un d'autre, donc je vais retourner à ma conversation. Et il me dit pas de problème, moi j'ai gagné mon pari, je me tourne vers Johanna, elle voit bien que j'ai rempli mon contrat, donc elle vient me payer ma bière de la victoire. Et la barman tape sur l'épaule d'Anthony et lui demande en français et Anto, est-ce que tu veux un dernier verre? Anthony répond en français oui carrément, mets-moi une pinte de blonde. Et je me tourne vers lui et je lui dis mais t'es français en fait. Et lui se tourne vers moi et me dit toi aussi apparemment. Donc on finit par vachement rigoler, les yeux dans les yeux. Donc là je vois ses yeux bleus immenses, son grand sourire que j'avais vu tout à l'heure qui m'avait quand même bien plu. Et de plus près, je vois qu'il a une dent un chouïa plus avancée qui chevauche un tout petit peu l'autre. Et ça me fait fondre, on va pas se mentir. Mais voilà, je me rends compte qu'on se sourit beaucoup, on se regarde beaucoup dans les yeux. Je vois que je lui plais aussi. Vraiment, son sourire et puis ses yeux attendris quand même. Enfin, la tête un peu sur le côté. Je me sens à ce moment-là très jolie et confiante. Arrive le moment fatidique où il se lance et il me demande désolé, mais je peux pas te laisser partir sans prendre ton numéro. J'ai une demi-seconde de pic d'angoisse va falloir que je décline, que je dise non, désolé, mais que je reste polie et gentille, un peu comme d'habitude. Et voilà, ce pic un peu d'angoisse de est-ce qu'il va insister, est-ce qu'il va me laisser tranquille. Et la demi-seconde se passe et je me dis je suis pas forcément obligée de dire non. C'est pas non plus une demande en mariage et je peux peut-être donner mon numéro pour voir ce qui peut potentiellement se passer. Après la soirée, on commence à s'envoyer quelques messages. Et c'est vrai que là, ça réveille un peu en moi une petite inquiétude où voilà, je me dis ah oui, c'est reparti, j'ai cette pression un peu de répondre. Et je me rends compte que je le connais pas. Est-ce que c'est une personne qui est invasive? Il va prendre beaucoup de place dans ma vie, alors que ma vie, là, je l'aime bien comme elle est en ce moment. J'ai un rapport un peu compliqué, en fait, au message, parce que j'étais avec des personnes dans mon passé qui demandaient que je sois disponible tout le temps, en fait. Je devais répondre à tous les messages, expliquer avec qui j'étais, ce que je faisais. Des fois, ça arrivait que je devais envoyer des photos aussi pour prouver, en fait, que je n'étais pas en train de faire n'importe quoi avec n'importe qui. Donc là, je me retrouve un peu découpée en deux, avec deux Betty à l'intérieur. Une Betty qui est quand même assez angoissée, qui a peur de répéter encore et encore et encore les mêmes schémas. Et l'autre qui est plus positive, qui est plus optimiste en fait, et qui se base plus sur le ressenti à l'instant T de la soirée où on s'est rencontrés. Et voilà, au début, avec les messages, pendant cette période-là, je fais le yo-yo. Quelques jours après la rencontre, même pas une semaine après, il me propose qu'on aille boire un verre. On se donne rendez-vous à 18h23 dans un bar en centre-ville. Moi, je débauche pas suffisamment longtemps avant pour rentrer chez moi. J'ai pas le temps, donc je suis obligée de rester traîner un peu en ville. Et c'est vrai que là, je me rends compte que je suis quand même très nerveuse. Quand on s'est rencontrés, on était un peu désinhibés, on va dire.
on échange un peu par message, mais c'est que bon, de revoir la personne en vrai, c'est toujours un peu compliqué. Je le vois arriver de loin. Je remarque oui, qu'il est toujours aussi grand. Je lui emboîte le pas dans le bar. On prend une bière. Le date se passe bien. C'est simple, c'est facile. La nervosité du début s'estompe quand même assez rapidement. Et voilà, enfin, on parle de nos passions, on a quand même plein de choses en commun. C'est vrai qu'à ce moment-là, dans les messages, je me rends compte que c'est un grand passionné de musique aussi. Et on en parle pendant longtemps. On se rend compte de tous les groupes qu'on a en commun, ce qu'on écoute, ce qu'il aime, ce que moi j'aime. On parle franchement. Et en fait, je vois qu'il est très clair avec ce qu'il veut. Donc il est plus âgé que moi. Moi j'ai 26, lui il a 33. Donc il m'explique assez simplement que voilà, lui il n'est pas là pour chercher de nouvelles amies et qu'il cherche quelque chose de sérieux et qu'il a vraiment envie de construire une vie. Et c'est vrai que oui, de voir une personne qui est capable de s'exprimer aussi simplement et aussi clairement, pour moi, c'est un peu l'inconnu, mais ça me plaît. On se quitte pas trop tard, on travaille le lendemain, il me raccompagne au tram, et là, je le vois qu'il se penche un petit peu en avant, et voilà, il me parle doucement, et il me dit « Bon, j'ai très envie de t'embrasser ». Il attend ma réponse. Moi, j'entends les cloches du tram qui arrivent, donc j'ai un peu la pression de me dire c'est maintenant ou jamais. Mais en fait, dans cette toute petite seconde de réflexion, j'ai la pression parce que je veux absolument pas le rejeter. Mais je sens que j'ai un petit peu ce vieux réflexe qui revient de si lui il a envie, il faut y aller. Donc je lui dis oui. Et c'est un baiser qui est très doux, qui est très tendre. C'est quand même agréable. Mais voilà, le tram arrive, je dois sauter dedans. Et là, je me retrouve toute seule. C'est toujours la bataille. D'un côté, je me dis, oh là là, ça va trop vite. D'un autre côté, je me dis que c'était quand même une soirée super agréable et qu'on a bien rigolé et que j'ai passé un très bon moment. Et du coup, je me dis, je vais écouter la chanson dont il m'a parlé tout à l'heure. Et je rentre à la maison, voilà, un peu... J'ai et les papillons dans l'estomac et l'estomac noué par l'angoisse. Et c'est comme ça que se finit notre premier rendez-vous. Après le date, on continue de discuter par message. Je vois que mon côté plus optimiste prend plus le dessus. Il me fait beaucoup rire. Je vois qu'il est très attentionné. Il me pose plein de questions sur moi, il me demande comment ça va et il fait attention aux réponses aussi, donc c'est très agréable. Rapidement, il me propose qu'on se revoie une deuxième fois et là, je me rends compte que j'en ai envie. Donc on prévoit de se revoir la semaine qui arrive. Mais entre-temps, j'ai un anniversaire avec tous mes amis. Et dans ce groupe d'amis, malheureusement, se trouve mon ex le plus récent. Donc c'est lui qui m'a larguée assez brutalement et de manière pas forcément très élégante. Mais je suis pas plus inquiète que ça de le revoir. C'est pas grave, on est samedi soir, j'arrive à la soirée, je retrouve mes copines que je suis hyper contente de voir et de pouvoir leur raconter ma rencontre avec Anthony. Voilà, je suis sur mon petit nuage, j'envoie aussi beaucoup de messages à Anthony pendant la soirée, je lui raconte un peu ce qui se passe. Mais voilà, la soirée avance, le niveau d'alcoolémie augmente très rapidement. Et je commence à laisser un peu mon téléphone. Et là, voilà, avec mon ex, il y a des regards qui s'échangent. Il y a un jeu un peu qui s'installe. Et c'est vrai qu'en fait, pas longtemps avant d'avoir rencontré Anthony, ça faisait plusieurs mois qu'on était séparés avec mon ex, mais il y a eu un recraquage quelques semaines avant, qui dans ma tête ne voulait rien dire, et que c'était juste comme ça. Mais je vois qu'il remet un peu le couvert à cet anniversaire-là. Et c'est vrai qu'en fait, c'est ça la situation, c'est que moi, j'avais des sentiments pour lui au moment de la rupture et lui, non. Donc je me prends un peu au jeu, l'alcool, tout ça. Ça dérape.
Et là, je me sens complètement aspirée par la situation. Je perds le contrôle de la situation, ça c'est clair et net. Là, je me sens vraiment comme une merde. Pour le coup, je suis en colère contre moi d'avoir cédé d'avoir encore cédé à un garçon pour rien. Il veut toujours pas être avec moi. Et voilà, je suis déçue de moi-même et je me sens profondément triste et vraiment perdue. Et là, dans ma tête, je me dis, mais je peux pas voir Anthony dans 5 jours après ce que j'ai fait. Même si c'est pas vraiment une trahison parce que j'ai rien promis à personne. Mais moi, dans ma tête, j'ai l'impression d'avoir commis une trahison. Donc je me sens pas capable de lui faire face. Je décide d'annuler le deuxième rendez-vous et d'être honnête avec lui, de lui expliquer pourquoi. Donc je vois bien qu'il est déçu, quand même. Et il finit sur prends le temps qu'il te faut. Quelques semaines plus tard, je suis chez ma psy, comme toutes les semaines. Et je continue de ressasser les mêmes problèmes, voilà, avec mon ex, avec mon cœur brisé. Et là, je vois qu'il y a un changement d'expression dans son visage, qu'elle écarquille les yeux, qu'elle me regarde avec insistance en penchant un peu la tête sur le côté. Enfin, vraiment un visage un peu de déception, de souffler en se disant « mais c'est pas possible d'en arriver là après 3 ans de travail ». De toujours se mettre des bâtons dans les roues, de voir une opportunité positive qui passe et de réussir à foutre tout ça à la poubelle. Voilà, elle me dit c'est terrible de continuer de courir après des personnes qui n'en ont rien à faire et qui ne veulent pas de vous. Parce qu'elle comprend pas pourquoi j'ai dû tout raconter à Anthony alors qu'on se connaît pas, alors que j'ai pas de compte à lui rendre. Voilà, afin de lui exposer à quel point je suis une personne horrible en fait et que je fais n'importe quoi et de lui peindre un portrait dramatique de ma personne. Elle dit voilà, enfin vous auriez pu dire que vous étiez malade, vous auriez pu dire que je sais pas, que vous êtes débordé au travail et juste de repousser le rendez-vous quoi. Donc j'essaie de me justifier, je dis mais moi je suis pas une menteuse, j'aime pas et puis bon, c'est vrai qu'il est vraiment grand quand même, c'est pas pratique. Puis j'ai remarqué qu'il est un chouïa voûté, bon. Puis elle finit par me secouer, me dire mais c'est pas possible. Enfin, vous l'avez remarqué dans un bar, vous avez vu qu'il était beau, il vous plaît, vous êtes allé le voir une deuxième fois, il vous plaît toujours, il vous plaît par message. Et là maintenant, il est trop grand, il est trop voûté. D'accord, et ben ça suffit, il faut arrêter les conneries. C'est absolument pas méchant, c'est pas violent. C'est sur le ton de l'humour, c'est quand même assez ironique. Mais je remarque que pour elle, de se mouiller un peu et d'émettre un jugement de valeur, c'est quand même assez extrême. Je me sens un peu ridicule parce que je vois que j'essaye de me défiler, en fait. J'ai peur d'obtenir ce dont j'ai envie depuis toujours. C'est de rencontrer quelqu'un, de fonder une famille. Je rêve d'avoir ma famille saine et fonctionnelle, quoi. Et c'est vrai que je me rends compte que c'est un rêve qui s'est un peu évaporé, en fait, au fur et à mesure. Mais ce désir-là, même s'il est enfoui très loin, je le veux toujours, quoi. J'ai peur de l'avoir entre mes mains et de le casser, en fait. Je sors de chez la psy, je me dirige vers le tram et là je commence à réfléchir. Comment je vais formuler mon message? Et je me dis, faut pas traîner, faut retenter sa chance mais faut pas le faire dans 3 semaines. Et je me retrouve face à mon téléphone, dans un tram vide, à essayer de chercher une petite formule un peu mignonne, un peu rigolote, pour amortir le choc de plusieurs semaines de silence complet. Et là je me rappelle qu'il avait quand même payé pas mal de tournées au premier rendez-vous. Et je me dis que je pourrais peut-être l'amadouer en lui proposant de moi payer des tournées. J'ai ma petite tournure de phrase, mon message qui se dessine dans ma tête. J'ai un petit sourire en coin parce que je me rends compte à quel point c'est culotté quand même. J'envoie le message. Et il répond super vite, quoi. Allez, quelques minutes plus tard, je reçois un message. Sa réponse est trop mignonne. Parce que justement, lui relève que mon message est trop mignon. Et que ça lui fait trop plaisir d'avoir de mes nouvelles. Et qu'il serait ravi qu'on se revoie.
On est le soir du deuxième date. C'est le début du printemps, ma saison préférée. Les bourgeons arrivent, tout est teinté de vert, ça sent bon. Les rayons du soleil sont de plus en plus chauds, il fait jour de plus en plus tard, c'est tellement agréable. On se donne rendez-vous dans le même bar. Mais j'ai un peu plus le temps de me préparer, donc je décide de me faire belle. Je me mets une petite robe noire et blanche, effet Chanel, mais H&M parce qu'on travaille dans l'associatif quand même. Je mets mes petites chaussures à lacets noirs, mais j'essaye de casser un peu le style pour pas faire trop chic, avec une veste en jean. Je me maquille, j'essaie de me faire les ongles. Je me rate, mais j'ai pas le temps de corriger. Je suis un peu maniaque, donc ça me stresse. Mais je me dis que c'est pas grave, mieux vaut être à l'heure. On se donne rendez-vous cette fois-ci à 18h42. Donc je me dépêche. Je suis sur le trottoir du bar et je lève les yeux et je le vois arriver en même temps en face. Il me voit arriver et je vois son grand sourire. Et là, je me rends compte que j'ai aucun stress, aucune nervosité. Je suis juste hyper contente de le revoir. J'ai le cœur tout chaud qui bat vite et c'est que de l'excitation, c'est que du positif. On se fait la bise, on prend nos verres et cette fois-ci on s'installe en terrasse et on discute pendant des heures. On laisse un peu tomber la musique et on parle plus de vraiment nos vies, de qui on est, de ce qu'on a vécu, nos familles. On parle beaucoup de nos parents, de nos frères et sœurs. C'est super agréable, on passe un trop bon moment. Mais c'est là qu'il me propose de rentrer chez lui. Et là, je vois que la seconde hésitation que j'ai depuis le début pour le numéro de téléphone, pour le premier baiser, là, je l'ai plus du tout. J'ai juste envie d'y aller, de continuer de passer la soirée avec lui. J'ai pas envie que ça s'arrête, en fait. Donc on est chez lui, je trouve son appart super mignon. On s'installe, il me donne une bière, on fume une cigarette et il sort son téléphone pour mettre de la musique et il me demande quels sont tes péchés mignons, qu'on puisse les écouter et rigoler ensemble. Et c'est vrai que moi, il faut savoir que j'ai un rapport à la musique un peu bizarre. J'ai une grande famille de musiciens, assez snob, où voilà, en fait, il y a plein de choses que j'écoute que je pourrais jamais leur dire parce que c'est trop la honte, parce que c'est trop pop, c'est trop classique, c'est pas assez original. Donc j'ai plein de morceaux, plein de groupes rangés très loin dans mon jardin secret. Donc là, je me retrouve à réfléchir à 150 000 à l'heure pour essayer de trouver un morceau quand même assez plaisir coupable, mais pas trop niais non plus. Et je lui sors un truc assez bateau. Je lui sors Train, gros groupe américain, grand classique. Et il me regarde et il me dit, mais c'est juste un groupe de pop, quoi. Et là, je lui demande, mais c'est quoi, toi, ton plaisir coupable? Et là, le gars me sort FL65 Blue qui met à fond sur ses enceintes. Et j'explose de rire. Et je me dis, effectivement, je pense qu'on peut y aller. Donc là, je lui déballe tout. Je lui déballe les Katy Perry, je lui déballe tout ce que j'ai toujours eu honte de sortir. Et je me rends compte que il les aime bien aussi, que c'est ses morceaux secrets aussi. Et c'est un moment fantastique de complicité et de lâcher prise en fait. Lui, il imite l'autotune de FL65. Moi, je chante pas du tout, je marmonne. On rit beaucoup, mais rapidement, on va à la fenêtre. On va à la fenêtre pour fumer des cigarettes. Donc on se retrouve côte à côte. Épaule contre épaule. Enfin, plutôt moi, épaule contre hanche. Lui, il a les coudes sur le rebord de la fenêtre. Moi, le rebord de la fenêtre, il m'arrive sur la poitrine, quoi. Donc j'essaye de me mettre à l'aise quand même pour fumer des cigarettes. Donc voilà, on est très proches et je lève beaucoup la tête pour le regarder et lui, il baisse beaucoup les yeux pour me regarder dans les yeux. Et on se sourit beaucoup, on écoute la musique avec plaisir parce qu'en fait, il y a aucune honte et c'est pour une fois, je peux écouter librement ce que j'ai envie d'écouter avec lui. Au bout d'un moment, il se lève et il va dans la cuisine et il me propose un verre d'eau. Donc je le suis. Il me donne un verre d'eau. Donc sa cuisine elle est très exiguë. Donc on se retrouve face à face de très près. Et je me mets à boire mon verre d'eau. Donc il fait demi-tour et il s'en va pour repartir dans le salon.
Mais je le vois s'arrêter en route, faire demi-tour, revenir vers moi d'un pas très décidé. Et là, il m'embrasse. Tout le long de la soirée, j'attendais un peu ce moment-là. Tous les moments où je le regardais dans les yeux, où on se souriait, j'avais très envie de l'embrasser. Et là, ouais, c'est un baiser très tendre, plus d'intensité que le premier. Il prend mon visage dans ses mains. J'ai chaud partout, de la tête aux pieds. Je le serre très fort dans mes bras et je sens qu'il y a l'excitation qui monte, il y a le désir qui monte. Donc on continue la soirée dans sa chambre jusqu'au lendemain matin. On se réveille le lendemain matin assez tôt, on doit travailler. Et là, moi, je suis vraiment simplement heureuse, complètement positive. Enfin, vraiment sur un petit nuage. Je sens pas du tout je sens rien qui me tire en arrière dans le doute ou la peur. Ouais, je me sens prête à accueillir tout ce qui peut arriver et avec une impatience de voir où ça va aller. Aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. On habite ensemble aussi depuis 2 ans. C'est la première fois déjà que ça dure aussi longtemps. C'est la première fois que je peux être vraiment moi-même. Dans mes anciennes relations, voilà, j'avais pas vraiment la place de m'exprimer, surtout sur le négatif, de dire que j'étais pas vraiment d'accord, de dire que j'étais blessée. Forcément, la solution la plus facile, c'était de se taire. Et c'est vrai que maintenant, de se retrouver avec une personne qui a vraiment envie de savoir ce qui se passe, qui a envie de savoir ce qui se passe dans ma tête, tout est beaucoup plus clair et beaucoup plus sain. Et je vois que voilà, j'ai de moins en moins peur du son de ma propre voix, en fait. Donc ça me permet de parler plus fort et même de chanter. J'adore ces moments qu'on a tous les deux dans la voiture où on écoute nos morceaux préférés. On a une playlist spéciale pour la voiture. Et je vois la différence au tout début où je marmonnais les paroles qui pourtant je connais par cœur. Hein. Je marmonnais dans un coin, la tête tournée vers la fenêtre, parce que j'ai quand même envie de chanter, mais j'ai pas trop envie qu'on m'entende. Et là, je vois que je chante vraiment et je chante tournée vers lui. Et je chante pas parfaitement bien, mais ça m'importe peu qu'il entende les imperfections ou pas. Je chante quand même et lui, l'excellent musicien qu'il est, fait toujours les harmonies par-dessus et c'est toujours aussi joli. Cet épisode de Il était une première fois a été tourné par Julie Plouvier. Théo Boulanger était à la réalisation et au mix. À bientôt!